Ok, bonsoir. Bonsoir, ok. Donc, Ok, Monsieur c'est bon. Simao, oui, Monsieur Simao Adé est vous me corrigez hein, si je me trompe, est le coordinateur de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise. C'est une structure qui regroupe aussi bien les organisations politiques à l'intérieur du pays et de la diaspora. Donc, c'est une structure qui prend position sur les sujets politiques majeurs et comme depuis quelques jours, on est en train de parler de la création, de l'installation et du bureau du Sénat, j'ai sollicité cette organisation-là pour partager avec nous le regard, quel regard l'organisation porte sur ce Sénat-là, sur le bureau du Sénat et qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains mois, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, merci beaucoup parce que j'ai envoyé l'invitation juste ce matin et ils se sont rendus disponibles quand même pour participer à ce live. Donc, merci encore une fois encore, Monsieur Abbé, d'être là pour nous accompagner. Donc, on va remonter un peu euh, pour revoir de votre point de vue, au niveau de votre structure, comment vous expliquez l'opportunité de la création de ce Sénat-là dans l'architecture globale des institutions qui existent au Bénin? Bien, merci pour l'invitation. Et je suis là donc au nom de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise, une structure qui s'est mise donc en place depuis septembre 2024. Ça fait donc 2 ans bientôt que nous essayons, bon à mal, de structurer du mieux que nous pouvons la diaspora béninoise pour qu'elle participe activement au changement tant souhaité dans la pratique politique dans notre pays. Nous nous sommes constitués face à la disparition des libertés publiques et face à la mise à sac de tout ce que nous avons comme institution dans la République du Bénin depuis 2016. Et donc nous sommes constitués pour revendiquer notamment une seule chose, c'est-à-dire la deuxième conférence nationale qui nous permettra donc de sortir de la situation confuse, qui nous permettra de sortir de l'impasse politique dans laquelle nous sommes. Et donc depuis 2 ans, nous essayons d'alerter, nous essayons d'attirer l'attention et nous essayons surtout de dire ce que nous devons faire et comment nous devons faire pour que une deuxième conférence nationale soit possible au Bénin pour mettre un terme définitif à toutes les dérives auxquelles nous assistons. Concrètement, donc pour revenir sur la situation du Sénat, nous avons observé depuis l'installation, la désignation, c'est le terme qu'il faut, depuis la désignation du président Wadani, nous avons regardé la situation évoluer jusqu'à ce que il y ait une autre désignation d'une autre structure appelée le Sénat. Et par rapport à cela, nous avons pris position et c'est dans cet élan que nous sommes. C'est pour cela que nous remercions BIAfrica, qui n'est plus seulement un instrument de partage, d'information et d'échange, mais qui est un instrument de résistance. Parce que nous sommes en résistance. Et c'est pour cela que nous avons produit nos derniers communiqués pour dire que le peuple béninois ne saurait comprendre et ne saurait accepter le Sénat béninois dans son histoire, dans son installation, dans sa composition et dans sa finalité. Pour nous, c'est une incongruité, c'est un rétropédalage, c'est une régression, c'est tout sauf ce que l'on peut attendre d'une organisation comme le Sénat, parce que nous n'inventons pas le Sénat. Le Sénat a une histoire qui commence donc depuis les cités-États d'Athènes, depuis l'Empire romain, et a poursuivi son chemin en Europe, en France notamment, dont nous nous inspirons, parce que ancienne colonie française. Que ce soit donc à Athènes, que ce soit à Rome, que ce soit à Paris ou à Washington, la vie du Sénat nous a montré une trajectoire qui n'a rien à voir avec ce que le Bénin vient de produire. Ce que le Bénin vient de produire est dans la continuité de
la pratique politique et de la philosophie politique de celui qui en est le président et qui vient de laisser la place à celui qui l'a désigné. Nous parlons bien de Patrice Talon. Patrice Talon s'est fabriqué une institution, contrairement donc aux autres Sénats dont nous connaissons l'histoire et dont les objectifs ont été de mieux organiser la cité et de mieux représenter la cité. Le Sénat béninois n'est pas une structure de représentation, n'a pas pour objectif de représenter la cité, mais est un instrument de régulation. Et quand nous connaissons donc la philosophie politique de Patrice Talon, qui depuis 2019 a essayé de tuer la démocratie au Bénin et de tuer la forme républicaine de l'État pour instaurer une monarchie de type nouveau, eh bien, nous comprenons le Sénat comme un instrument d'assujettissement, le dernier verrou qui lui manquait pour monarchiser la pratique politique au Bénin. Le Sénat est donc un instrument, pas de représentation territoriale comme en France, pas de représentation des États comme aux États-Unis, pas de gestion collégiale du pouvoir comme ce fut le cas dans les cités antiques, mais un instrument qui apparaît comme un couperet sur la tête du président de la République et sur la tête des institutions qui n'a pas pu dissoudre parce que nous sommes dans un monde où le regard de l'extérieur peut apparaître gênant et donc la monarchie béninoise garde la forme de la République, mais dans les faits, il s'agit donc de sanctuariser les dérives qu'il a opérées pendant ces 10 ans. Donc, quitter la présidence de la République et se retrouver à la tête du Sénat, ce n'est que pour nous la continuité de la dictature. Et nous sommes bien, à travers ce Sénat, dans le 3e mandat. Et l'UAPDB donc s'insurge contre le 3e mandat de Patrice Talon. Il faut appeler un chat un chat. Il ne s'agit de rien d'autre que du 3e mandat. Nous sommes donc dans la continuité de la dictature. Et c'est regrettable que nous en soyons là. Voilà donc, chers frères, mon propos liminaire. Ok, bonjour chers amis de Biafrica Web TV. 4 mois après le piratage de notre page Facebook Biafrica, vous êtes déjà plus de 40 000 à avoir rejoint notre nouvelle communauté sur la page Facebook. On se dit tout à raison de plus de 10 000 abonnés par mois. C'est le moment pour nous de nous arrêter quelques instants pour vous dire tout simplement merci. Merci pour votre confiance, votre fidélité et surtout votre engagement en faveur d'une information libre et indépendante. Mais le chemin est encore long. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2026. Et pour y parvenir, nous avons besoin de vous. Si vous croyez, comme nous, à l'engagement citoyen, à la justice, à la démocratie et à une Afrique où chaque citoyen peut librement faire entendre sa voix, alors rejoignez dès maintenant la page Facebook On se dit tout. Et surtout, invitez tous ceux qui partagent ces valeurs à nous rejoindre. Ensemble, faisons grandir cette communauté et portons ensemble ce renouveau africain. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à nos amis qui écoutent ce live que nous sommes en direct avec M. Adé Simao, qui est l'un des coordinateurs de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise. Donc, on va remonter au fait que le Sénat est sorti de la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025. Et en ce moment, on a eu beaucoup de grincements de dents. Mais quand vous avez vu la composition de ce Sénat-là, au regard des personnalités qui ont été choisies, est-ce que ça vous a tout au moins rassuré un peu que ce Sénat peut apporter quelque chose au Bénin? Rien du tout. Je voudrais préciser que je suis le coordonnateur général donc, de l'unité d'action patriotique. Voilà, c'est bon de le préciser. Alors, nous n'attendions rien du Sénat. Nous attendions simplement que, puisque le vin a été tiré, qu'il soit bu, tout simplement, parce qu'en politique, on ne peut pas analyser des faits qui n'existent pas.
Et donc, nous savions le chemin emprunté, nous savions la finalité. Donc, nous ne sommes pas surpris de l'installation donc du Sénat. Et nous ne sommes pas surpris non plus des personnalités qui composent le Sénat. Pour nous, de manière fondamentale, ce ne sont pas les personnes qui se sont retrouvées là qui sont le problème. C'est la philosophie qui sous-tend ce Sénat. C'est l'orientation de ce Sénat. C'est la mission de ce Sénat. Et donc, quand la mission est clairement affichée pour devenir un super État, une super structure de contrôle, ben, ce n'est plus les personnes qu'il faut regarder. Les personnes, qu'elles aient été de bonne foi ou qu'elles aient été des personnes qui s'associent donc à l'instrumentalisation politique de notre pays par la mise en place d'une dictature féroce, que ce soit donc à dessein ou que ce soit par otage aussi, par obligation, parce que pour nous, il y a parmi les personnalités qui composent ce Sénat, des personnes qui ont décidé d'accompagner volontairement la mise sous coupe des institutions de la République, donc qui travaillent à la dictature de manière consciente. Et puis, il y a des personnes qui pour nous sont des otages, des personnes qui ont été attirées là et qui n'ont pas d'autre choix. Je pense par exemple à une doyenne comme Elisabeth Pognon, qui est une intellectuelle qui a montré son intégrité, qui est une personne de bonne probité, dont on ne peut douter donc de la citoyenneté, mais qui a été tirée de sa tranquillité, de là où elle était, pour venir donc saupoudrer une institution de dictature. Donc il y a des hommes comme ça, mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas être l'expression de la sagesse, parce que quand on interroge leur passé, c'est des gens qui ont été indélicats vis-à-vis de la République, des personnes qui n'ont pas été de bons citoyens, et qui ne sont pas des modèles. Or, on veut nous présenter le Sénat comme une instance qui regroupe des personnes expérimentées, des anciens, des doyens, et donc on veut faire croire que doyen, ancien veut dire sage, mais ce n'est pas vrai, parce que il y a des idiots qui ont vieilli, il y a des bandits qui ont vieilli, il y a des indélicats qui ont vieilli, et donc on ne peut pas tout de suite dire que sous le prisme de l'âge, que c'est une structure de personnes sages. Non, pas du tout. L'histoire de notre pays est devant nous. Nous la connaissons très bien. Nous pensons que par sa composition, il y avait donc des personnes désignées de fait. Donc on a appelé les membres de droit. Mais ces membres de droit qui ont été des anciens présidents des institutions, ben nous connaissons aussi pour la plupart comment est-ce qu'ils ont géré l'État. Et donc, quand on traîne des casseroles, quand on n'a pas été de bons gestionnaires de la République, on ne se retrouve pas dans une instance et puis qui nous angélise, qui nous absout et qui fait de nous donc des nouvelles personnes. Non, pas du tout. Et pour nous, donc, c'est plutôt la mission qu'il faut regarder et non les personnes, sinon on risque de faire fausse route. Ok, donc si je reviens à votre dernière déclaration après l'installation du bureau du Sénat, vous avez dit que c'est un Sénat qui est taillé sur mesure et vous avez fait remarquer aussi que ce sont les mêmes hommes. Mais si on prend en compte que si ces hommes ont été efficaces par le passé, pourquoi ne pas continuer à travailler avec ces mêmes hommes? Oui, il faut d'abord jauger de leur efficacité. Alors, quand on dit qu'ils ont été efficaces, de quoi s'agit-il exactement? Voilà, parce que depuis 1990, il faut remarquer que nous sommes dans une sorte d'utopie, dans une sorte de trompe-œil, dans une sorte de démocratie qui a émerveillé l'opinion internationale, qui a émerveillé par la capacité d'avoir chez nous de l'alternance. Donc on a regardé l'alternance et on a pensé que à partir du moment où il y avait les alternances chaque 5 ans, et bien que la démocratie béninoise était parfaite, elle était bonne, contrairement donc à la sous-région ou à la région elle-même, où il y avait des instabilités politiques, où il y avait des velléités de troisième mandat, ben on a pensé que le Bénin était un modèle. C'est tout.
Sinon, si on prend donc la gestion de tous ceux qui ont été aux affaires, que ce soit les présidents de la République, que ce soit les présidents de l'Assemblée nationale ou des autres institutions de la République, ben on sait que généralement, c'est pas des hommes qui ont été bien pour le Bénin et qui ont travaillé à l'amélioration des conditions de vie. La preuve, c'est que le Bénin demeure un pays pauvre. Le niveau de vie est encore largement en dessous de ce que nous pouvons espérer. Tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, nous savons que nous n'avons pas progressé d'un iota, et tous ceux qui ont travaillé à ça, c'est ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Sénat, version béninoise. Toujours pour rester au niveau de votre déclaration, vous voyez à travers ce Sénat un verrou institutionnel. Est-ce que vous pensez, comme certaines personnalités, j'ai lu aussi la déclaration du professeur Nathaniel Kitty, qui dit en résumé que ce Sénat arrache au président de la République tous ses pouvoirs. Est-ce que vous êtes dans la même logique? Ben, nous sommes dans la même logique. Nous sommes dans la même logique et nous affirmons que c'est une institution qui vient verrouiller, qui vient sanctuariser la dictature, qui vient donc être une suprastructure au-delà même de la présidence de la République, au-delà même donc de l'Assemblée nationale, au-delà même de la Cour constitutionnelle. C'est une structure dont la nature est à définir, parce que c'est une incongruité, c'est un anachronisme, c'est une structure qui est un ramassis de tout ce que la République ne peut pas concevoir. Dans ses missions, elle se donne des attributions extraordinaires et qui n'équivaut pas donc à des attributions qu'une institution peut avoir dans le cadre de la République. Depuis 2019, toutes les réformes constitutionnelles ont eu pour finalité, sinon avaient pour finalité, de liquider la République pour installer une monarchie. C'est ce que le Sénat vient d'obtenir. C'est une structure qui se donne donc des pouvoirs de non-objection, d'accord? Et par ce pouvoir de non-objection, le Sénat se met au-dessus de l'Assemblée nationale, dont c'est le pouvoir régalien. C'est une structure qui se donne pour mission même de surveiller le territoire national. Donc, il se donne pour mission donc d'être une structure, on va dire, martiale. S'arroge donc les pouvoirs de l'armée. C'est une structure qui apparaît comme une juridiction qui ne dit pas son nom parce que elle peut sanctionner. Et là où l'incongruité est malheureuse, c'est que il s'agit de personnes désignées qui se donnent pour mission de sanctionner des personnes élues. Or, dans la République, la souveraineté est conférée par l'élection que le peuple accorde donc à des personnes qu'elle se choisit. Bien, depuis le 2019, il n'y a plus d'élection en République du Bénin, vous le savez. Il n'y a que des pseudo-élections. Dans ce contexte-là, notre Sénat a dévié carrément. Notre Sénat s'impose comme une juridiction, s'impose comme une instance qui légifère, s'impose comme une instance qui se donne pour mission de défendre l'intégrité territoriale. Donc c'est tout, c'est une suprastructure, c'est un monstre à plusieurs têtes. On ne peut pas juridiquement le définir, et dans la République, c'est une excroissance. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur notre Sénat. C'est pour cela que nous avons appelé donc à le boycotter. Nous avons appelé à ne pas reconnaître ses prérogatives et nous appelons donc à faire en sorte que le peuple béninois se donne les moyens d'éradiquer cet anachronisme dans l'espace politique béninois. Lorsqu'on a pris connaissance du règlement intérieur de ce Sénat-là, il y a deux faits sur lesquels je voudrais avoir votre avis. Premier élément, on nous a dit que le Sénat doit travailler à huis clos, c'est-à-dire les rencontres du Sénat
doivent se tenir à huis clos. Premier élément. Deuxième élément, on nous a dit aussi que le Sénat peut faire appel à des ressources étrangères, de la compétence étrangère dans son fonctionnement. Sur ces deux éléments, au niveau de l'UADP, comment vous voyez ça? Ben, il ne faut pas oublier que nous disons que nous sommes en dehors de l'état de droit, en dehors de la République. Nous sommes dans une monarchie, mais une monarchie de type nouveau. D'accord? En République, c'est la res publica, c'est-à-dire l'espace où les citoyens d'un État se rencontrent pour échanger, pour décider ensemble de leur avenir. Voici une structure qui n'a pas eu l'onction du peuple et qui décide de travailler en vase clos, c'est-à-dire hors du regard du peuple. Ce n'est pas une structure pour les Béninois, c'est une structure d'assujettissement tout simplement. Nous nous rappelons, même si par le passé nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous nous rappelons de ces bons moments de la République où les débats à l'Assemblée nationale étaient télévisés. Il faut revenir à cette forme de gestion de la parole publique, de l'espace public. Une institution de la République ne peut pas avoir pour vocation de travailler en vase clos. Et ça, c'est la marque de Patrice Talon, mais qui a toujours travaillé à faire en sorte que la République devienne un sanctuaire. Deuxième chose, c'est que ce soit à Athènes, que ce soit à Rome, en France, aux États-Unis, partout, le Sénat, partout où il a été adopté, apparaît comme, on va dire, la crème et le garant de la souveraineté. C'est-à-dire, c'est la fierté nationale. Le Sénat doit être la fierté nationale parce que sous d'autres choses symbolise donc le collège de ceux qui, par leur expérience, deviennent donc de sages conseillers, de ceux qui ont en charge la gestion de la cité. Et donc, faire appel à des compétences extérieures au niveau de ce qui doit être le garant de la souveraineté est une autre incongruité. C'est une autre incongruité. D'ailleurs, dans la gestion des affaires de l'État, Patrice Talon, qui est un homme d'affaires et qui a voulu donc privatiser l'État, s'est donné les moyens de transformer l'État en une structure privée. Et donc, dans cette structure privée, il peut se permettre de faire appel donc à des compétences. Il faut bien comprendre que dans le fonctionnement de Patrice Talon, la République est devenue une entreprise. Il en est donc le président du conseil d'administration. Celui qui fait office de président de la République est le directeur exécutif. Et puis le gouvernement et les autres institutions, ce sont les chargés des commissions techniques de marketing et tout ce que vous pouvez penser. Et donc, une structure privée peut faire appel à des compétences étrangères, tout simplement. C'est pour cela que le Sénat béninois, mais qui est une structure privée de Patrice Talon, il faut bien le noter, peut faire appel donc à des compétences étrangères. Nos sociétés d'État sont déjà passées par là. Le port, la SBE, on a trouvé qu'il n'y avait pas de compétences au niveau national. Et ça, il a dit dès l'entame de son premier mandat, il a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et nous sommes dans la continuité de cette manière de fonctionner et de faire en sorte que lui seul puisse donc orienter comme il le souhaite et comme il entend l'organisation de l'espace public béninois qui, je le répète, est devenue une entreprise privée dans les mains de M. Patrice Talon. Le Sénat n'a pas reçu l'onction du peuple béninois parce que celui-même qui fait office de président n'a pas reçu l'onction du peuple béninois et n'a reçu que l'onction du peuple béninois en 2016. Après 2016, tout ce qui s'est mis en place comme institution n'a pas eu la caution du peuple béninois. C'est donc des structures illégitimes et depuis la révision de la Constitution de 2019 et la dernière de 2025, nous sommes dans l'illégitimité chronique. Ce sont des structures et ce sont des décisions qui n'ont pas reçu l'assentiment du peuple béninois. Il y a une certaine forme de légalité qu'on peut concéder,
mais il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas l'onction du peuple béninois, et ce n'est pas fait pour le Bénin, ce n'est pas fait pour le peuple béninois, c'est fait pour les intérêts d'un individu, et c'est ce qu'on vient de dire, donc par rapport à cette question. Sur le huis clos, on n'est plus en République, et sur l'importation des compétences étrangères, on n'est plus donc dans ce qu'il y a comme sanctuaire de la République. Notre identité a été bafouée depuis des années. Merci beaucoup, Monsieur Adé Simao, pour ces éléments. Il y a Dr Awali qui a une question pour vous. Les amis, on va continuer à tapoter. J'ai l'impression que vous avez arrêté de partager, de tapoter le live. Donc, on va continuer à tapoter. Dr Awali, il faut poser votre question. Ok, merci, Monsieur Biafrika. Merci à Monsieur Simao pour son exposé. Hein. C'est pour la première fois que je l'écoute, mais c'est tout comme si tout ce que nous disions, lui aussi, il est dans le même élan. C'est que il a tout dit. En quelques minutes, il a tout dit. C'est tout comme si ce qui se passe au Bénin, et il a la liste des faits et il les a énumérés clairement. Vraiment, merci. Merci pour cet exposé-là, parce que ça nous rappelle toujours ce qui se passe dans notre pays. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que votre union peut aider la diaspora à faire pour barrer la route à ce qui se passe au Bénin? Parce que nous voyons aujourd'hui que ça soit les médias internationaux, que ça soit les organisations internationales, on ne voit pas concrètement ces organisations-là se prononcer sur les questions de dictature, de tout ce qui se passe au Bénin. On ne voit pas ces organisations-là se prononcer. Donc, comme vous l'avez dit, on le dit souvent ici, c'est le président Patrice Talon fait partie des sectes franc-maçonniques et aussi de la France-Afrique. C'est un clan. Ce qui fait que tout ce qu'il fait au sommet de notre pays, c'est couvert. Donc, je pense que si il doit y avoir des gens qui vont secouer le cocotier pour que les cocos tombent, c'est surtout au niveau de la diaspora. Et votre union est vraiment la bienvenue. Et quelles sont les directives que nous pouvons emprunter à travers cette union-là pour pouvoir en tout cas secouer le cocotier? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je peux y aller, Biafrika? Oui, directement. On a encore d'autres questions? Allez-y. Ok, allez. Donc, merci pour cette question. Quand des organisations se mettent en place, c'est pour mieux structurer le combat et c'est pour atteindre un objectif. Alors, quel est l'objectif de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise? Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas deux objectifs. Nous avons un seul objectif. C'est la deuxième conférence nationale des forces vives de la nation. Nous en avons eu une historiquement, donc en 90, parce que l'État était en panne. Parce que le contexte d'alors exigeait que les fils du Bénin se retrouvent pour réorienter la marche de la nation. Nous sommes exactement dans le même contexte. Nous sommes dans un contexte de dictature où un seul individu et son clan, par clientélisme, par népotisme, décident donc de s'arroger les pouvoirs régaliens du peuple du Bénin. Nous cherchons donc les voies et moyens pour aller à la conférence nationale. Ça, c'est le rappel de notre mission. Comment y aller? Je pense que c'est à ce niveau que votre question devient intéressante. Les diasporas partout dans le monde, quand les nations se sont retrouvées en situation difficile, ont joué un rôle important. Depuis que nous nous sommes mis en place, il y a eu les effets divergents qui n'ont pas permis donc à notre organisation d'aller rapidement. Parce que les contradictions internes s'expriment aussi au niveau de la diaspora. Des partis politiques avaient pensé qu'ils étaient très bien positionnés pour renverser la vapeur, pour restaurer la démocratie. Et donc les membres des partis politiques dans la diaspora ont continué de se bouffer un peu le nez jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui au troisième mandat. Nous sommes face donc à un écran, nous sommes donc face à un mur. Face à cette situation, l'unité d'action patriotique
la diaspora béninoise a décidé donc de relancer la mobilisation. Et nous comptons donc nous adresser à tous les membres de la diaspora pour dire que plus que jamais, notre combat s'impose à nous au nom du patriotisme. Comment est-ce que nous allons nous organiser? Comment est-ce que nous allons faire en sorte, vous avez parlé de secouer le cocotier, comment est-ce que nous allons nous organiser concrètement pour que nous puissions arriver à faire changer les choses au pays? Nous n'allons pas compter sur les organisations internationales. Elles feront ce qu'elles pourront pour appuyer ce que nous, citoyens béninois, nous entreprendrons. La sagesse populaire chez nous veut que la charge que vous voulez mettre sur votre tête, que vous voulez qu'on vous aide à mettre sur la tête, et vous vous débrouillez pour la ramener au moins au niveau du genou. Donc nous aurons un écho favorable si nous nous structurons et si nous commençons à bien nous organiser. Alors comment aller à une deuxième conférence nationale si il n'y a pas un mouvement de foule, un mouvement de masse, si le peuple n'assume pas ses responsabilités? Il faut donc que le peuple assume ses responsabilités. Mais ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe par une organisation conséquente qu'il faut mettre en place. Et c'est à cela que nous voulons travailler en invitant donc tous les membres de la diaspora à nous rejoindre pour que les actions que nous allons commencer à mener puissent avoir un impact au niveau international et une répercussion forte au niveau national pour que nous puissions changer de cap très rapidement. Nous ne sommes pas militaires. Les militaires, quand ils ne sont pas d'accord, ils ont leurs moyens d'expression, ils empruntent le chemin que nous connaissons tous. Et nous sommes citoyens, nous sommes républicains, et en tant que patriotes, ce n'est pas la voie que nous indiquons. L'autre voie que nous avons, c'est de dire, de rappeler au peuple que c'est lui qui est le détenteur du pouvoir souverain, et quand il n'est pas d'accord, il doit pouvoir dire non. Historiquement, il y a des exemples. C'est l'exemple de Mahatma Gandhi, c'est la désobéissance civile, qui est une arme redoutable. Parce qu'aujourd'hui, les populations à l'interne sont tétanisées par la peur. On a mis en face d'elle la criette et aujourd'hui, le Sénat. Donc la criette pour les citoyens et puis le Sénat qui est exactement dans son fonctionnement une autre criette a pour vocation donc de s'occuper de la classe politique. Donc la criette s'occupe des citoyens et le Sénat s'occupe de poursuivre les acteurs politiques. Voilà la configuration. Alors donc, comment est-ce que nous faisons pour faire bousculer cette configuration en mettant en ordre de bataille ceux qui sont au pays et qui craignent que si elles gesticulent, elles pourraient se retrouver donc derrière les barreaux. Cette réflexion, ce n'est pas en direct que nous allons la faire, mais j'ai lâché un mot qui s'appelle la désobéissance civile. Qu'un peuple n'est pas d'accord, mais il s'assoit, il paralyse la République, il dit je ne veux pas, donc je n'obéis plus. Et quand quelqu'un dit qu'il n'obéit plus, si c'est un individu, il est vulnérable. Si c'est deux individus dans un coin de rue, ils sont vulnérables. Mais si c'est tout le peuple qui s'organise et qui s'assoit, on freine la République. Et si la République ne marche plus, on se retrouve face à une situation où l'État, dans sa configuration, est obligé donc de prendre langue avec le peuple. C'est ce qui s'est passé en 89-90. Quand l'État ne pouvait plus fonctionner, il a écouté le peuple. Aujourd'hui, il y a un semblant de fonctionnement. Les citoyens se lèvent, vont faire leurs emplettes au marché dans ton bar, les fonctionnaires vont à leur bureau, les étudiants fonctionnent, donc il y a un semblant de vie, et tant que on vit, on espère. Il faut donc créer les conditions de faire en sorte que on puisse s'arrêter, que la République s'arrête. Si la République ne s'arrête pas, il n'y aura pas de conférence nationale. Il faut freiner donc cette République qui court tout droit dans le précipice. Nous ne sommes plus en République, nous l'avons déjà dit, la situation est déjà assez préoccupante. Et donc, chers amis, si vous êtes dans la diaspora, rejoignez-nous et amplifiez ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà eu quelques petites actions, mais à partir de ce que le Sénat s'est installé, nous voulons donc monter en puissance et ça ne sera pas seul que nous allons le réussir. Voilà la réponse donc que je voudrais apporter aux compatriotes. Ok, merci beaucoup, monsieur Adé. Ok, sur le panel, il n'y aura pas pour l'instant de motion. Je veux juste des questions. Parmi les amis qui sont là, si vous avez des questions pour l'invité, vous pouvez poser. Sinon, nous, on fera le débat général plus tard. Donc, je vais vérifier rapidement. Monsieur Tayo, oui, monsieur
Tchekima, si vous avez une question, vous pouvez y aller. Oui, voilà, j'ai une question. J'ai bien écouté, c'est normal parce que tout gouvernant, tout dictateur, lorsqu'il n'est pas au pied du mur, lorsqu'il ne se retrouve pas au pied du mur, il ne réagit pas. Il faut le mettre au pied du mur et lui faire comprendre qu'en réalité, qu'il n'est rien sans le peuple. Il faut que le peuple en prenne conscience. Donc, dès que le peuple prend conscience de la situation et de sa force, de sa capacité à pouvoir contraindre des gouvernants à revoir la copie, dès lors, on pourra le faire. Et vous avez su évoquer, monsieur, le fait que ici il y a déjà une épée de Damoclès qui plane sur la tête de chaque citoyen béninois sur le plan national, parce que nous sommes, comme on a l'habitude de le dire, dans une prison à ciel ouvert. Et l'institution judiciaire qui est organisée pour agiter le fouet dans ce sens, pour agiter cette épée, c'est bien la criette. Dans ces conditions, est-ce que s'il faut prendre langue avec la population, si la diaspora peut se mobiliser, alors que nous savons très bien que de l'autre côté aussi, la situation arrange certaines officines étrangères, pour ne pas dire certains États, en un mot, qui encouragent la chose. Ce sont ces États même qui protègent l'homme, parce que ces États ont leur intérêt. Et vous voyez, suivez mon regard, nous le savons tous, nous n'avons plus à chercher, nous n'avons plus besoin d'aller voir un devin. Maintenant, la question de savoir maintenant, est-ce que ces États-là, est-ce que la diaspora ne serait pas plombée par ces États qui trouvent leur compte dans la situation que nous vivons actuellement? Parce qu'il faut le dire, hein, le même monsieur qui est là a des intérêts, il a ses partenaires, il a ses associés, ses co-auteurs, parce que c'est un crime, littéralement, crime politique, crime de gouvernance ici. Actuellement, nous sommes en présence d'un crime. Alors, il y a des États qui sont complices et les expatriés sont dans ces États-là. Pour la plupart, la diaspora, une forte communauté béninoise est dans l'un de ces États-là qui tire principalement profit de la situation. Est-ce que des mesures sont prises pour mobiliser aussi, pour faire comprendre à cette diaspora-là qu'il faut réagir et comment éviter que l'État-là n'entre dans la danse et ne fasse la politique de l'homme, du prince du moment? Voilà ma question. Quelles sont les mesures, quelles sont les idées qui sont déjà jetées comme ça, comme des balises, pour voir comment est-ce qu'il faut contourner la pression que pourrait mettre l'État partenaire de la gouvernance actuelle? Voilà ma question. Merci, je peux y aller? Oui, bien sûr, oui. Alors, je voudrais faire notifier que nous avons déjà eu 3 activités à Paris. Nous avons eu un meeting devant le Congrès à Washington. Nous avons eu des conférences publiques en Afrique notamment. Alors, je voudrais d'abord faire comprendre à nos compatriotes que notre premier ennemi, c'est la peur. Au niveau national, c'est vrai que la situation est complexe, mais à l'international, nous avons déjà mobilisé nos troupes et nous avons déjà organisé quelques activités. Ce n'est pas suffisant, nous le reconnaissons, et nous devons monter en puissance au niveau des sittings et des meetings que nous appelons à organiser bientôt. Je sais le pays auquel vous faites allusion, mais tous les citoyens ou tous les ressortissants de notre pays dans ce pays n'ont pas le même statut. Donc, on s'organise et on fait du mieux qu'on peut. Il y a eu pour les premières manifestations des tentatives pour annuler ces actions, mais avec la préfecture de Paris, les négociations ont été âpres et finalement, nous avons pu avoir ces manifestations-là. Je voudrais donc de passage remercier les compatriotes chez Paris qui se sont mobilisés au niveau de la préfecture pour qu'on puisse avoir ces activités. C'est le pays des droits de l'homme. L'Europe a cela de particulier que, eh bien, il y a une longueur quand même dans l'expression des libertés au niveau de ces pays et nous comptons exploiter au maximum
ces ouvertures qui nous sont faites au niveau de la diaspora. Voilà donc ce que je peux apporter comme réponse pour dire que oui, il peut y avoir des restrictions, mais nous avons déjà eu des activités, nous comptons en avoir. Les diasporas se mobilisent. Si vous suivez l'actualité, elles se mobilisent partout, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays de l'Europe, que ce soit aux États-Unis, la diaspora se mobilise. Il faut que les motifs de la mobilisation respectent un cahier de charges. Et pour ce qui nous concerne, il n'y a pas du tout de difficulté parce qu'il s'agit de restaurer et de prouver que notre pays est pris en otage. Au niveau de l'appui des pays, on va dire, européens ou américains aux États africains, on parle d'intérêt, mais c'est des pays qui ne servent pas sur des individus. Leurs intérêts sont garantis par celui qui est aux affaires à un moment T. Et puis, si cet homme n'est plus aux affaires, elle compose avec la personne qui est là. Donc, elles ne font pas de fixation sur des individus. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a donc des relations privilégiées qui font qu'un État peut s'accrocher à un individu. D'ailleurs, si nous suivons l'évolution sociopolitique, nous savons aussi dans cet état dont vous parlez que 2027 c'est une année électorale et nous souhaitons bien que les choses puissent changer et ça nous permettra aussi d'avoir beaucoup de marge de manœuvre si entre-temps la situation n'a pas changé chez nous. Parce que dans l'histoire des résistances, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un temps prédéfini, un temps prédestiné pour que les dictatures soient renversées. Ça vient toujours au moment où on s'y attend le moins. Et donc la dictature béninoise peut tomber demain, elle peut tomber après-demain, elle peut même tomber ce soir. Voilà, personne ne pensait en Tunisie que Bouazizi serait rentré en scène, se serait immolé et aurait fait tomber donc le dictateur Ben Ali. Personne n'a pensé à ce soulèvement des populations 2014 qui a fait chasser le dictateur Blaise Compaoré. Partout où il y a eu des révolutions, c'est que le feu a longtemps couvé et puis un jour ça explose. Et chez nous, notre peuple a suffisamment démontré qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et il faut comprendre que c'est un peuple en résistance. La preuve, contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que notre peuple est ligoté, notre peuple a peur, notre peuple ne fait rien, non, ce peuple-là a réagi à la dernière élection et a dit « je ne suis pas preneur ». Elle est restée chez elle à la maison et il n'y a pas meilleur moyen de dire que nous ne sommes pas d'accord que ce qui a été fait lors donc du simulacre de la dernière présidentielle. Donc c'est un peuple qui parle, c'est un peuple peut-être qui ne parle pas encore audiblement sur les places publiques, mais qui s'exprime par des gestes, qui s'exprime par des actes politiques. Et boycotter une élection à cette dimension-là, c'est simplement avoir donné son avis. C'était pas 2 personnes, 3 personnes qui se sont absentées, c'était pratiquement tout le corps électoral qui a boycotté cette élection à plus de 70%. Voilà. Alors donc, dans ce contexte-là, il faut croire qu'à tout moment, la dictature peut être renversée, que le Sénat peut être explosé, et c'est de l'intérieur aussi. Vous savez, il y a la diaspora, il y a le peuple résistant, mais il y a l'intérieur de la machine. On a vu récemment des personnes qui étaient, on va dire, des affidés du régime s'exprimer publiquement au cours d'une activité publique, au cours d'une conférence. Je fais allusion donc aux anciens ministres Lazare Serwetor et Victor Topanou. Lazare Serwetor a parlé de cette architecture, de cet échafaudage qui peut s'écrouler à tout moment. Topanou a parlé de ce peuple qui ne se reconnaît pas, je paraphrase, dans ce qui se fait. Mais donc de l'intérieur et à tous les niveaux, il faut comprendre que des gens qui sont en otage peuvent faire bousculer les lignes, et c'est à nous donc de ne pas être en retard, de faire ce que nous avons à faire dans la diaspora, et nous comptons le faire, et nous comptons bien le faire. C'est aussi pour cela que je remercie encore Biafrica qui nous tend cette pêche, parce que ça ne sera pas sans la presse, ça ne sera pas sans les médias, ça ne sera pas sans ceux qui souhaitent vraiment
monter au front d'une manière ou d'une autre avec les moyens qui nous sont donnés. Ok, les amis, essayons de pousser le live jusqu'à 100 car on est à 66, donc on va partager, tapoter encore. Ok, toujours sur le panel, est-ce que j'ai une autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question à notre invité? Sinon, moi, on va aller vers la turquoise, allez-y, oui. Docteur Awali, attendez d'abord. Je peux? Non, attendez d'abord, docteur Awali. Ok, la turquoise, allez-y d'abord. Bonsoir, le panel. Bonsoir, oui. Ok, moi, ce que je voulais demander, et parmi les membres de ce Sénat, il y a assez de juristes, les membres de la conférence, ceux qui ont siégé à la conférence de 1990, ou si je ne me trompe, comment on peut comprendre leur participation à ce machin? Parce que là, ça sort de l'ordinaire, quoi. On ne peut pas comprendre. C'est comme si on les a envoûtés et c'est après coup qu'ils se rendent compte de l'horreur dans laquelle ils se sont retrouvés. Est-ce que vous faites des démarches auprès de ceux-là? Est-ce que vous avez des démarches pour les sensibiliser aussi? Parce que sans eux, je pense que la lutte ne serait pas... je dirais pas la lutte ne porterait pas, mais ça n'aurait pas le poids qu'il faut. Parce que c'est eux surtout le problème. On ne peut pas comprendre, après avoir passé toutes ces années, connaître tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive là où nous sommes, qu'ils soient comptables de ce que nous vivons aujourd'hui. Merci bien. Ok, vous pouvez y aller. Ok, merci pour cette question. C'est un beau nom, la turquoise. C'est une pierre précieuse. Alors, si vous avez suivi ma dernière réponse aux compatriotes, vous avez une partie de la réponse de la question que vous posez. J'ai parlé donc dans la nomenclature de notre peuple de la diaspora, qui est donc en dehors des frontières. J'ai parlé du peuple résistant. Et puis j'ai parlé donc du régime lui-même, de ce que de l'intérieur pourrait venir donc des signaux assez intéressants. Il ne faut pas oublier que dans une dictature, il y a les bénéficiaires directs de la dictature, donc qui pactisent, qui encensent, qui encouragent, qui entretiennent la dictature. Mais proportionnellement, ils sont toujours les plus minoritaires. Cette petite minorité prend en otage les officiers de l'armée et avec l'armée, donc sous coupole, va donc assujettir le reste du peuple. Concrètement, dans ce Sénat, il y a ceux qui pactisent en bonne intelligence, qui sont d'accord pour que le système reste là parce qu'ils y trouvent leur compte. Et puis vous avez, comme je l'ai déjà dit dans une intervention précédente, des otages. N'oubliez pas, madame, que l'État, c'est le Léviathan. C'est un monstre froid. Vous êtes chez vous, vous vous appelez Elisabeth Pognon, on va vous chercher à la maison et on vous dit, bon, il y a une structure qui se met en place et on vous demande d'y adhérer. Avec tout ce qu'il y a comme moyen de pression qu'on connaît des dictatures. Par survie, par instinct de survie, vous acceptez d'y apposer votre signature. Quand les dictatures sont défaites, il y a des aveux. Et dans toutes les dictatures, il y a toujours eu des personnes qui ont dit « je n'avais pas le choix, je me suis retrouvé là ». Ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre la poudre d'escampette, ce n'est pas tout le monde qui arrive à aller à l'aventure, ce n'est pas tout le monde qui arrive à prendre la route de l'exil. Tous les Béninois et tous ceux qui sont dans les institutions au Bénin ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Le silence ne veut pas dire que je suis d'accord. Donc, dans ce Sénat, il y a des gens qui sont en otage. Je donne quelques exemples. Quand Adrien Oubedji, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a eu un répit et a pu placer 2 mots
il a appelé à la conférence nationale. C'était après la tentative de coup d'État du 7 décembre. Dans ses propos, il a dit qu'il y a eu ça parce que nous sommes en situation de dictature. Je le paraphrase, mais il a dit c'est parce que il n'y a pas d'espace d'expression que ceux qui se sont exprimés par les armes l'ont fait. Il a appelé clairement à une assise nationale. Il n'a pas employé le terme de conférence nationale, mais quand il le disait, est-ce qu'il le pensait ou bien est-ce qu'il singeait? Moi, je pense qu'il le pensait. Il y a dans ces hommes des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait, mais qui sont en otage. On peut critiquer, mais quand on est de fins observateurs des dictatures dans le monde, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont embarqués et qui jouent le jeu pour se maintenir en vie. Alors, je prends, c'est un exemple que je prends, quelqu'un qui s'est retrouvé embarqué dans le régime de la dictature, qui était un professeur d'université, qui avait créé un parti politique, qui est un homme de droit qu'on connaît, a fait une lettre ouverte au début du régime de la dictature, où il s'est opposé vertement à la gestion, sinon à l'orientation politique que prenait le régime de Patrice Talon. Ce professeur d'université a été reçu par Patrice Talon et à la sortie de l'audience, on lui a tendu les micros et il a tourné kazakh. Tout ce qui était contenu dans son courrier, eh bien, il a renoncé à ça. Il a commencé à parler d'unité nationale, de paix. Visiblement, c'était quelqu'un qui avait été menacé. C'était quelqu'un qui avait été menacé. Il s'est retrouvé député et puis bon, donc il a été embarqué. Il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas parler dans notre pays. Alors madame, vous parlez des anciens acteurs de la conférence nationale. J'ai un livre en voie de parution qui est Le devoir de s'engager, où je critique aussi ces personnes qui étaient là. Tous ceux qui étaient là n'étaient pas forcément des patriotes. Tous ceux qui étaient là à la conférence nationale n'étaient pas là forcément pour les intérêts du Bénin. C'était des hommes qui, pour une raison ou une autre, étaient poursuivis par le régime donc du PRPB, se sont retrouvés à l'extérieur et quand la situation s'est présentée, ils ont couru. Et puis tout ce qui était important pour eux, c'était de crier à bas la dictature de Kérékou. C'était tout. C'était pas que ces hommes-là avaient une vision pour le Bénin. C'était hors toi de là pour que je m'y mette. Il n'y avait pas donc chez ces personnes-là une volonté de réformer en profondeur le système. C'était des opportunistes notoires. Et donc, dans ceux qui ont été à la conférence nationale, vous avez des gens qui étaient porteurs d'une nouvelle république, mais il y avait des gens qui accompagnaient tout simplement. Et ces personnes-là se retrouvent aussi aujourd'hui donc dans le Sénat version actuelle. Vous avez des personnes sans conviction politique, des personnes qui ne sont pas patriotes, des personnes qui n'ont que leur ventre comme centre d'intérêt et qui y travaillent. Et qui travaillent à tue-tête et qui peuvent prendre toutes les positions possibles. Mais justement parce que dans notre pays aussi, il n'y a pas eu d'école politique. Et l'école politique, c'est la vocation naturelle des partis politiques. Et une analyse a dit qu'il fallait réformer le système partisan dans notre pays. Ce n'était pas faux dans le fond, parce que les partis politiques, en bonne et due forme, n'ont jamais existé au Bénin. C'est eux qui ont la vocation de former politiquement. Donc vous avez sur la scène politique des universitaires, vous avez sur la scène politique des anciens fonctionnaires d'État, des anciens fonctionnaires internationaux qui se retrouvent parce qu'ils sont bien capés, ils sont dans leur région des hommes en vue, l'espace public étant vide, ben, ils viennent là pour être élus, et puis ils ont des mandats électifs, ils deviennent des personnes en vue, mais à la base, c'est pas des personnes qui ont des formations politiques. On ne peut pas gérer l'État qui n'a pas de formation politique. Donc on n'a pas d'hommes d'État au Bénin. On a des opportunistes notoires qui se sont donc accaparés l'espace public et qui continuent avec talent donc de grignoter tout ce qu'il y a comme parcelle de ressources et parcelle de droits au Bénin tant que eux, leurs intérêts sont préservés. Voilà l'analyse profonde qu'il faut faire et retenir donc qu'il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait, qui ne peuvent pas rentrer de manière frontale. Il y a ceux qui pactisent et puis il y a les otages. Voilà la réponse. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on va continuer à pousser jusqu'à 100K. On est encore à 74.
Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui continuent de partager. Monsieur Nascimento, je pense que vous aviez une question. Si c'est, vous pouvez prendre la parole maintenant, Monsieur Nascimento. Monsieur Nascimento, vous pouvez ouvrir votre micro si vous êtes encore là. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ok, c'est bon maintenant. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir les Africains. Moi, je voulais demander à, à mon invité deux choses. La première chose, c'est de savoir en réalité comment se fait-il que de 1960 jusqu'à nos jours, nous sommes au même point. Et comment se fait-il que jusqu'à présent, comment fera-t-on pour qu'en réalité, même si ceux qui sont là s'en vont par rapport à l'insurrection populaire et tout ça, qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers aujourd'hui, que vous allez en Tunisie, que vous allez en Irak, que vous allez en Libye, que vous allez n'importe où, on retombe dans les mêmes travers. En réalité, il n'y a rien qui va de mieux. Alors, c'est bien donc de dire que tout va mal. Maintenant, si tout va mal, qu'on change, que pouvons-nous mettre en place pour qu'il n'y ait plus donc cet état de choses? Merci. Ok, c'est bon. Vous pouvez y aller, Monsieur Adé. Merci beaucoup, j'ai compris la question. Elle est aussi subtile. Et moi, je répondrai par la volonté politique. Il n'y a que la volonté politique. Et la volonté politique naît de la conception politique de l'acteur politique, de la perception de la République, de la perception de l'État, de ce qu'on veut faire quand on a le pouvoir. C'est surtout ça qui est fondamental. Quand on a un homme d'État se projette. Un homme d'État pense génération. Un homme d'État pense à mettre en place les structures qu'il faut pour que les générations à venir aient des conditions qui s'améliorent au fur et à mesure. C'est ça, la nature. Ce sont donc des hommes qui changent la marche des nations. Ce sont les hommes. Et ce sont les hommes de vision. Chez nous, l'évolution politique a fait que on a peut-être eu, avant les indépendances, des hommes de vision, mais dès qu'il y a eu la prise du pouvoir, parce que votre question commence à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, mais dès la prise du pouvoir, il y a eu très rapidement des conflits de régions qui ont submergé les questions de l'unité nationale. Et puis, la nation n'ayant pas été assumée par les premiers décideurs, le débat est devenu un débat régionaliste. Entre donc président issu du Nord, citoyen issu du Sud qui veut prendre le pouvoir, il y a eu ce rififi et nous sommes rentrés dans la grande instabilité des coups d'État. Des coups d'État arrangés avec l'armée, qui ont été donc une particularité au Bénin des coups d'État non sanglants. Jusqu'à ce qu'on arrive donc autour de 72 avec le régime qui se met en place et qui va se perpétuer jusqu'en 1989. Mais là aussi, c'est un concours de circonstances qui fait que les militaires prennent le pouvoir. Ce n'est pas donc des hommes qui y étaient préparés et qui avaient une vision de l'État. Ils arrivent et puis c'est sur place donc qu'il faut penser l'État, qu'il faut aller tout de suite à ce qui est important pour redresser l'économie. Et donc, il y a que ça va un peu dans tous les sens. Les militaires arrivent et leur rôle, c'est donc de stabiliser, c'est de réorganiser. Mais rapidement, le JMR va donc être bousculé par ce qu'on a appelé l'ACPS à l'époque. C'était donc des jeunes patriotes qui se sont organisés, qui ont dit qu'on ne peut pas laisser le pouvoir dans la main des militaires. Et puis à partir de là, donc les civils sont rentrés dans le GMR. Le GMR donc a changé de nature pour devenir le PRPB et a adopté donc une idéologie de gauche. Mais justement parce que on n'apprend pas
à gérer en étant aux affaires. C'est difficile d'être aux affaires et d'apprendre à gérer. C'est pour cela que dans la question précédente, je parlais d'école politique. Celui qui n'a pas été issu, qui n'a pas été formé dans une école politique, mais quand il se retrouve avec l'instrument politique qu'est l'État, eh bien, parce qu'il n'a pas de culture politique, il va dans tous les sens. Et ses émotions vont donc devenir donc des orientations politiques. Et on a donc assisté au sein donc du RPB à des postures qui étaient contradictoires à la ligne de gauche. Et puis après, il y a eu donc les facteurs extérieurs qui ont fait que, en gros, le régime militaire a failli économiquement. C'est surtout à cause donc de la faillite économique qu'il y a eu les soulèvements qu'on a connus en 89 et qui ont abouti donc à la mise sur pied du renouveau démocratique. Le renouveau démocratique, lui aussi, est arrivé comme, je ne vais pas dire accidentellement, mais ceux qui vont prendre les rênes du pouvoir étaient des gens qui peut-être lorgnaient le pouvoir, mais qui ne sont pas préparés à diriger une nation. Celui qui a été le premier président du renouveau démocratique, mais il n'avait jamais dit qu'il voulait devenir président, nulle part. Il n'avait jamais souhaité devenir président des habitants de son village ou de la circonscription. Il était un fonctionnaire international et puis qui se retrouve donc avec les rênes du pouvoir. Alors quelqu'un qui n'a pas été préparé, quelle que soit donc toute sa bonne volonté, avec les notions qu'il avait, ben, va se retrouver à la tête de l'État. Et puis on sait un peu comment est-ce que ça a été fait. Après lui donc, c'est Kérékou qui revient, mais on va dire avec sa conception paternaliste de la gestion du pouvoir. Avec sa gestion paternaliste de la gestion du pouvoir, et qui va donc ouvrir toutes les brèches dans lesquelles vont s'incruster tous les opportunistes. Et puis après vient aussi quelqu'un qui s'appelle Yahi Boni, qui est donc à la gestion, à la tête d'une structure bancaire sous-régionale, et qui n'est pas préparé politiquement à gérer aussi une nation. Et puis après, Yahi Boni arrive un homme d'affaires qui a pour seul objectif, quand il prend le pouvoir, de privatiser l'espace public et de transformer l'État en une entreprise privée. Voilà donc les hommes que nous avons eu à la tête de l'État. Une analyse froide fait comprendre qu'on n'a pas eu d'homme d'État à la tête de l'État au Bénin. Et si donc, messieurs, contrairement à la Libye, contrairement aux nations que vous avez citées, si le pouvoir change au Bénin, ce sera donc au regard de la gestion précédente que les constitutionnalistes, les constituants, pardon, ceux qui vont se retrouver autour de la table de la conférence nationale, vont décider de réorienter la marche en tenant compte des erreurs du passé et des obligations du monde dans lequel nous sommes. Un monde appelé à être un monde multipolaire, une nation appelée donc à réviser sa marche historique et à voir quelles sont ses priorités. Et donc, tout dépend de ça. La subtilité de votre question, c'est est-ce qu'on a besoin? Et c'est là que je ne serai pas peut-être d'accord avec vous, parce que la subtilité de votre question semble dire que, au regard de ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu des révolutions qui n'ont pas fondamentalement changé la vie des nations, est-ce que nous, on ne devrait pas faire avec ce qui est là? Pourquoi est-ce qu'on appelle donc à une conférence nationale? Autant laisser ce qui se fait. C'est ça la subtilité de votre question, non? Si c'est ça, si je ne vous prête pas des intentions, mais si c'est vraiment ça que vous voulez dire, ce n'est pas aussi juste, parce que toutes les nations ont leur histoire propre. Toutes les histoires ont leurs particularités, et toutes les particularités ont leur sociologie. Le Bénin donc n'est pas la Tunisie de Ben Ali, et n'est pas la Libye de Kadhafi, n'est pas les pays que vous avez cités, parce que les contextes ne sont pas les mêmes, les peuples ne sont pas les mêmes, et ce qui fait que nous voulons restituer notre démocratie n'est pas ce qui a participé à la chute, par exemple, de Kadhafi. C'est tout un autre contexte avec d'autres réalités. Alors donc voilà la réponse que moi je voudrais apporter
il s'agit de volonté politique. Il faut qu'il arrive à la tête de l'État béninois des hommes politiques, des hommes formés dans le sérail politique, qui ont une haute idée de l'État et qui veulent travailler non pour eux, non pour leurs intérêts personnels, non pour un clan, mais pour les générations à venir. C'est ce que pense l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise. Et c'est pour cela que nous sommes dans ce combat. Ok, merci beaucoup, monsieur Abdé Simao. Ok, les amis, donc on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si monsieur Adé a encore du temps pour nous, donc je vous pose la question. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour rester avec nous? Ben, BiAfrica fait un travail tellement intéressant qu'il est difficile de se déconnecter. Voilà, on a notre dimanche, c'est jour de fête. Bonne fête d'ailleurs à tous les auditeurs, notamment aux chrétiens catholiques. Eh bien, j'ai mon temps, je le passerai volontiers avec vous. Ok, merci beaucoup. Donc, on va peut-être ouvrir le débat général. Ce ne serait pas seulement peut-être des questions, mais ça peut être aussi des motions, des commentaires sur ce que les amis ont entendu. Ils peuvent commenter ou ils peuvent revenir aussi sur des aspects et donner aussi leur point de vue par rapport à la situation politique actuelle au Bénin. Donc, merci beaucoup pour votre... Je ferme donc mon micro. Oui, surtout que c'est ce matin, je vous ai envoyé l'invitation et vous vous êtes rendu disponible pour pouvoir participer à ce live. Donc, je rappelle que M. Adé Simao est le coordinateur général de l'unité d'action patriotique de la diaspora. C'est une structure qui fédère plusieurs organisations de Béninois de la diaspora et puis de l'intérieur. Et puis, il a rappelé plusieurs fois que l'objectif principal est d'amener les Béninois à se parler, qu'on appelle ça assise nationale, conférence nationale, peu importe, qu'on rassemble les Béninois, qu'on puisse se parler pour se donner une nouvelle chance de construire, de reconstruire le vivre ensemble. Donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer par faire le tour. Monsieur Josou. Oui, monsieur Zora. Oui, je suis arrivé en retard. Je salue tout le monde. Je salue notre invité. Mais l'organisation dont je viens d'entendre parler, que je ne connaissais pas, elle a des représentants en France? Oui, bien sûr. Mais je peux laisser monsieur Simao répondre. Oui, s'il vous plaît, monsieur Simao, bonsoir. Chers compatriotes, oui, l'unité d'action patriotique est représentée en France et la structure de la France donc est aussi celle qui coordonne les activités au niveau de l'Europe. Et notre coordonnateur donc Europe s'appelle Monsieur Accordé Basile. Et donc oui, nous avons une structure en France. Elle est aussi représentée aux États-Unis. Et la structure des États-Unis couvre aussi le Canada, représenté donc par le professeur Mensa. Voilà. Aussi sur le continent africain, l'UAPDB est aussi représenté. C'est pour le moment les trois sous-sections de cette structure qui se veut donc une structure représentée, je veux dire, à la surface du globe. Pour le moment, nous n'avons pas de section en Asie. Si des compatriotes s'y trouvent et souhaiteraient donc nous y représenter, mais ce serait chose très intéressante. Je voudrais aussi rapidement dire que nous sommes dans la reprise d'initiative de notre combat. Après les sittings et les meetings que nous avons organisés à Paris et à Washington, nous sommes aussi donc ouverts pour l'accueil de nouveaux membres parce que nous avons des commissions que nous sommes en train de mettre en place qui ont besoin donc d'être étoffées par les compatriotes de la diaspora. Il s'agit notamment de la commission organisation et action dont l'objectif est de préparer donc les sittings, les meetings au niveau de la diaspora pour renforcer ce qui se fait au niveau du pays. Merci. Vous avez fait des sittings en France et en région parisienne? Oui, tout à fait. Il y en a eu 3. C'est sur quelle période? Devant le congrès aux États. Il y en a eu, j'ai pas les dates en tête. Je parle de la France particulièrement. Oui, bien sûr, en France, on a eu 3 activités. J'ai pas les dates en tête, mais bon. Si vous avez besoin des dates... Vous avez participé aux manifestations qui ont eu lieu où on a dit plus jamais ça après le 7 décembre. Plus jamais ça...
C'était Il y une a eu une organisation sous quelle manifestation coupole? coordonnée par Jacques Ahadi qui est venu Non, non. on a vu des Béninois de la diaspora avec des panneaux, plus jamais ça, qui ressemblait aux mêmes panneaux qui se trouvaient à la statue de l'Amazone là, au Bénin. Et ça a été fait Ce sur n'est la... pas possible, ce n'est pas possible. Jacques Ayadi est un strapontin donc, du régime que nous combattons. Donc nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin à cette activité qui est une activité d'élargissement de la dictature au niveau de la diaspora. Non, nous n'avons pas pris part à ça, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ouais. Ok, bon, déjà c'est une réponse qui nous mène sur les pistes parce que bon, vous conviendrez avec moi que n'ayant jamais entendu parler de vous, nous allons forcément vous jauger aussi sur forcément votre ADN et ce qui vous motive. Et nous, on cache pas les mots ici, on est très direct. C'est pour ça que la première question a été aussi une manière de vous situer très rapidement. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Je laisse les autres intervenir en attendant avant de prendre la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, juste pour rassurer tout le monde, j'ai collaboré longuement avec la structure, mais moi, j'ai d'autres engagements aussi. Je suis sur plusieurs fronts. Donc, je me suis mis un peu en retrait, mais je soutiens pleinement les initiatives de cette association. Ok, donc, on va revenir maintenant. Si vous prenez la parole, vous pouvez poser des questions comme vous pouvez donner votre point de vue par rapport à tout ce que vous avez entendu jusqu'à date. Monsieur Nascimento, est-ce que vous m'entendez? Donc, les amis, on va continuer à pousser. On est à 89, on n'a pas atteint même 100K. Donc, on va continuer à tapoter, à partager. Ok, s'il n'est pas prêt. Monsieur Moi, est-ce que vous m'entendez? Oh. Allô, allô? Oui, ok, allez-y, ici, vous êtes là. Ouais. Non, je voulais expliquer à mon interlocuteur que je ne suis pas en train de prétendre qu'on va prendre les mêmes, qu'on va recommencer. Je dis simplement que depuis 1960, on a pris les mêmes et on a recommencé avec les mêmes. Que ferez-vous afin de mettre en place des gens qui n'iront pas dans le même sens que ceux qui sont là depuis 1960? C'est ce que je dis. Je vous pose cette question-là. Ok, monsieur Simao. Merci. Oui, allez-y. Oui. Merci. 1960-2026, ça semble beaucoup, mais c'est peu dans la vie des nations. Et donc, il ne faut pas regarder donc ce curseur et puis penser que nous avons failli. Non, nous faisons notre propre expérience. La France, dans sa nomenclature institutionnelle, a encore une Assemblée nationale, c'est-à-dire donc une instance dédiée au peuple pour que le peuple s'exprime. Ça veut dire qu'elle continue encore d'être un laboratoire de la démocratie. C'est la même chose aussi au niveau des États-Unis avec ces deux chambres, qui continuent donc de parlementer, de discuter, de voir quelle est l'orientation que la nation prend. Donc nous ne sommes pas en retard par rapport à nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, des institutions qui arrivent avec des hommes qui sont donc dotés de volonté politique forte. Quand ces personnes arrivent, ce qu'elles font, elles font une rupture systémique. C'est-à-dire qu'il y a une manière de gouverner. On s'assoit et on dit qu'elle n'a pas prospéré, elle ne nous a pas fait avancer. Il faut donc changer de cap. Et ça, c'est donc les constituants de la nouvelle République qui vont sanctuariser ça dans les nouveaux instruments de la République. Et si il y a de la volonté politique bien affirmée, parce que tout part de là-haut, un adage de chez nous dit que le poisson pourrit par le haut. Quand de là-haut les instructions sont bien données et que la République est bien incarnée et ceux qui sont au devant sont des modèles, le peuple suit naturellement. Il faut donc que nous puissions avoir des hommes modèles, et si on a des hommes modèles, vous allez voir que la machine va prendre. Pour le moment, on est dans les balbutiements, mais on a foi que quand on ira à la rupture systémique, et ça c'est donc le peuple qui va décider des orientations,
le peuple dans toutes ses constituantes, donc les travailleurs, les agriculteurs, les paysans, les commerçants, ben, ils vont faire des propositions et ça va être un cahier de charge que les nouveaux dirigeants vont prendre comme repère pour la gestion des États. On sait concrètement ce qui a été fait hier et on sait où le régime de Patrice Talon nous a amenés. Voilà. Là où nous sommes, il n'y a plus de destination en dehors de... Nous avons touché le fond. Il n'y a plus donc autre chose à attendre du régime Patrice Talon. Il faut aller à la rupture systémique. Il faut déprivatiser l'État parce que c'est la situation actuelle. Il faut revenir à la situation ante, mais il faut l'améliorer surtout en permettant donc que il y ait une expression plus large de la liberté et que le peuple soit véritablement représenté, que les garde-fous soient mis. Voilà donc comment un État se gère. Et c'est pas des Martiens, ce seront des Béninois qui viendront. Mais vous savez, je donne toujours un exemple. Tout dépend donc du contexte dans lequel on met un citoyen. Si le modèle est bon, il produit de bons résultats. Si ceux qui sont à la manette ce ne sont pas des modèles, mais le peuple reproduit naturellement les anti-modèles. Un Béninois qui est en fonction au Bénin, il est dans une administration corrompue, il arrive avec ses valeurs dans cette administration, comme tout le monde s'évertue à voler l'État, et il finit aussi par voler l'État. Et puis, par un concours de circonstances, il est affecté dans une structure à l'international. Il arrive à l'international, le fonctionnement de la structure dans laquelle il se trouve n'est plus la même que celle qui était au pays et qui favorisait donc ces vols de deniers publics. Et là, il est dans une structure où à l'entrée et à la sortie, il est contrôlé, il y a les systèmes de caméras, c'est badgé, il y a un compte rendu périodique qui est fait, il travaille de manière collégiale, il n'est plus enfermé seul dans un bureau, il y a la numérisation, il y a un environnement qui fait que il devient excellent. Et quand les Béninois, qui sont des corrompus à l'interne, se retrouvent à l'international, mais ils deviennent des travailleurs modèles. Et on chante, on parle d'eux, on parle de leur intégrité, de leurs valeurs. Mais c'est le même qui était au pays et qui était dans un environnement qui favorisait le vol des deniers publics, qui était un grand voleur, qui se retrouve à l'international et qui devient un individu propre. Il suffit donc, avec l'exemple que je viens de donner, de créer l'environnement. Quand l'environnement est bon, les citoyens suivent tout simplement. Voilà. Partout où il y a eu de grandes révolutions, les situations antérieures étaient pires, elles étaient négatives. Je donne un exemple dans la sous-région ouest africaine. Depuis quelques années, des militaires sont arrivés au pouvoir. Il ne s'agit pas de dire, de porter un jugement de valeur, c'est pas ce que je veux dire aujourd'hui, mais je veux simplement dire qu'au niveau de la gestion des deniers publics, il y a une certaine rigueur qui se fait, que le fonctionnaire qui était là et qui avait cette facilité à détourner les deniers publics, parce qu'il a en face de lui des gens qui peuvent le conduire tout de suite au cachot, l'environnement ayant changé, il devient un citoyen modèle. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Les hommes ont tendance à prendre les mauvais plis quand ils se retrouvent dans de mauvais environnements et être de bons citoyens quand ils se retrouvent dans un environnement mieux sécurisé et plus assaini. Voilà ma réponse à votre question. Ok, merci beaucoup, Monsieur Simao. Monsieur Moi, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Les amis, on continue de tapoter. Monsieur Moi, oui, allez-y. Oui, bonjour Biafrica, bonjour le panel. Bonjour. Oui. Bonjour à notre cher invité. En fait, j'ai pas rebondi plus sur ce que disait un des intervenants tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler de vous. Je pense qu'il doit, vous devez maintenant commencer par faire un vrai travail de communication. Parce que c'est tout nouveau. Pour moi, hein, personnellement, je n'ai jamais entendu parler. Et ce serait difficile quand même de sortir de nulle part comme ça, pour moi, pour des gens comme moi, et de rejoindre une structure, une association dont on connaît pas vraiment l'ADN, quoi, vous comprenez? Donc moi, je vous demande déjà à faire un vrai travail de communication. Voilà. Ce serait très bien déjà. Voilà. Donc pour le moment, je m'en arrête là parce que il a quand même
expliqué le but de l'association et il nous a quand même étayé un peu sur ce qui se passe réellement au Bénin. Voilà. Donc je m'en arrête là pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est une belle occasion aussi pour faire la promotion de l'association pour ceux qui ne connaissaient pas son existence. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas une question en tant que telle. Monsieur Tayo, est-ce que vous êtes avec moi? Monsieur Tayo, est-ce que vous êtes là? Oui, merci. Bonsoir le panel. Bonsoir. Est-ce que vous avez dit on peut oui, vous pouvez aller aussi donner votre point de vue directement sur le sujet du jour, mais qui gravite toujours autour du Sénat. D'accord. Alors, moi, j'ai eu le temps, je ne sais pas si vous l'avez fait, j'ai eu le temps de lire un peu le règlement intérieur du Sénat. Et j'avoue que ce que j'ai lu, ça m'a énormément choqué. Et ce qui me peine encore davantage, c'est que je vois des jeunes qui viennent, qui se disent juristes ou des intellectuels qui sont au Bénin ou ailleurs et qui viennent sur des panels ou qui prennent leur téléphone et qui défendent cela. J'ai envie de dire à ces jeunes-là que déjà, le système tel qu'il est construit aujourd'hui, même si vous n'êtes pas très très proche, et je dirais très très proche du pouvoir, même un simple conseiller municipal, vous ne pouvez pas prétendre être élu pour ce poste. Vous êtes obligé d'être coopté si vous voulez véritablement faire partie de la politique au Bénin. Et c'est dommage parce que ça ne permet même pas le renouvellement de la classe politique de notre pays. Aujourd'hui, le monde évolue à telle enseigne que ceux qui sont des années 80 et qui ont vécu entre les années 80 et 2000, vous avez vu à quelle rapidité le monde a évolué. Je parle même en termes de digitalisation, en termes d'informatique à l'époque. Et c'était pas le cas aujourd'hui. On respire que par l'informatique. Et ça continue toujours et ça va continuer dans le temps. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'étais allé, je crois que ça doit être en 2009 ou 2008. J'étais parti au ministère des Finances pour un stage pour pouvoir soutenir ma licence. Et lorsque je suis parti, j'étais dans un bureau avec un monsieur qui est d'un certain âge et qui, à un moment donné, m'invitait même à venir l'aider ou à venir saisir ou à venir taper des tests dans son ordinateur parce qu'il ne savait pas l'utiliser. L'ordinateur était poussiéreux et il me demandait de l'allumer parce qu'il ne savait pas l'allumer. Donc, moi, je ne le condamne pas dans cette ignorance, je ne le condamne pas parce que il y a un peu de bruit là. Alors, je ne le condamne pas dans son ignorance parce que il faut dire que il a fait son temps et aujourd'hui, il est dépassé par la technologie, il est dépassé par l'évolution du monde. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est des gens qui ont fait leur temps, qui ont donné, même si on va pas qualifier, on va pas donner la qualité de ce qu'ils ont donné à l'État, mais c'est des gens qui ont quand même donné à l'État, qui ont participé et qui aujourd'hui ne veulent pas permettre à cette jeunesse qui évolue avec le temps de pouvoir rentrer dans la classe politique et de participer également au développement de son pays. On met cette jeunesse aujourd'hui à l'emploi, qui viennent sur TikTok et qui défendent des positions même indéfendables. Et je leur disais à eux, je disais, même vous n'êtes pas crédible vis-à-vis de celui qui vous envoie. Parce que si, par exemple, moi, je sais que ce qui se passe, c'est pas bien, et que je vous envoie par derrière pour aller défendre Manu Militari ce qui se passe, à quel moment vous voulez que je vous fasse confiance pour vous nommer même dans mon gouvernement ou même à un poste de responsabilité, sachant que vous êtes capable non seulement de troquer votre intelligence, si tant est que vous êtes intelligent, ou de faire preuve de bêtise à tel niveau, on ne peut même pas qualifier, et vous voulez que je vous nomme dans vous n'êtes même pas crédible. Donc, si c'est parce que vous visez un poste ou vous visez une position, vous prenez cette posture,
moi, je vous assure, ça ne peut pas, vous n'aurez pas ce poste parce que même, vous n'êtes même pas crédible vis-à-vis de celui qui vous emploie. En dehors de ça, regardez au Bénin et sur la toile, vous allez voir, ils ont créé 2 camps. La jeunesse aujourd'hui, elle est profondément divisée. Vous dites un seul mot. Si ce n'est pas à l'endroit du gouvernement, si ce n'est pas à l'endroit, dans le sens de ce qu'on aurait voulu que vous disiez, ce qui va se passer, c'est que vous êtes tout de suite pointé du doigt comme celui qui est contre la République. Et toute l'armée complète se jette sur vous et vous déchire complètement. Si vous n'êtes pas au Bénin. Si vous êtes au Bénin, il faut savoir que le lendemain, la police viendra chez vous. Alors que dans les textes du règlement ou dans la Constitution qui a initié ce Sénat, il est dit qu'il y a une trêve politique qui interdit la propagande, que ce soit au niveau de l'opposition, mais au niveau de la mouvance. Mais quand vous voyez, par exemple, cette jeunesse de la mouvance qui fait la propagande du pouvoir, elle n'est pas inquiétée. Mais le sens contraire, elle est très, très vite inquiétée, elle est très vite mise aux arrêts. Et c'est ça le plus inquiétant. Et je le disais, il faut à un moment donné faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'avoir la capacité de vous replacer dans un sens où c'est quelqu'un d'autre qui exerce le pouvoir que vous exercez aujourd'hui. Quelle serait votre réaction si c'est le cas? Si vous avez une bonne réaction, ok, vous pouvez supporter. Mais si vous n'admettez pas ce qui se passe, alors là, vous devez faire preuve d'honnêteté intellectuelle et d'en parler. Pas parce que vous êtes contre le gouvernement, pas parce que vous détestez la personne de qui que ce soit, mais parce que vous aimez votre pays et vous avez envie aussi, si vous avez les ambitions, de participer à quelque chose, à la construction de votre pays. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on décortique un peu les prérogatives qui est confiée à ce Sénat, notamment au niveau du président. Quand vous regardez très bien, le Sénat a pris la peine de protéger un certain nombre de personnes, notamment le président de la République, le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat lui-même qui est protégé. En fait, le Sénat peut taper sur tout le monde, sauf ces personnes-là. Le Sénat qui est censé être un régulateur de la vie politique, qui devait avoir un pouvoir horizontal, se retrouve avec un pouvoir vertical où on laisse une partie et on tape sur le reste. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses sur... moi, j'ai eu le temps de le lire. J'étais un peu choqué de ce qui est mis dedans, des pouvoirs exorbitants qui sont confiés aux uns et aux autres, à telle enseigne que la décision du président du Sénat est qualifiée d'arrêté. La décision du président du Sénat est qualifiée d'arrêté. Dans la hiérarchie, le décret, il y a l'arrêté. Donc, la décision du président du Sénat est qualifiée d'arrêté. Et il n'y a même pas de recours constitutionnel contre les décisions rendues par le Sénat. Par contre, les décisions rendues par le Sénat en général est qualifiée de décision et la décision rendue par le président du Sénat est qualifiée d'arrêté. Si vous voyez la substance, en fait, ils sont en train de tailler une institution pour que une personne qui normalement est en fin de mandat et qui, frappée par l'inéligibilité de la Constitution, se retrouve projeté dans une autre institution et sachant qu'il ne pourra pas venir solliciter l'accord ou l'approbation du peuple, a forgé une institution qu'on appelle le Sénat à la béninoise et on le parachute à ce niveau et qui a un mandat à vie. Ce que vous ne savez pas, il a un mandat à vie. La seule limitation de mandat est de 85 ans. C'est-à-dire les membres de droit ont un mandat à vie. C'est les membres qui sont élus, les membres qui viennent s'ajouter aux membres de droit, qui ont un mandat de 5 ans. Vous voyez, c'est des choses qui inquiètent et qui inquiètent à raison. Et en tout cas, moi, comme le dirait l'autre, on a tous des ambitions. Et si tout est verrouillé de cette façon, alors on peut se ranger dans un placard et attendre. À quel âge? Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. Tayo. Donc, pour résumer un peu,